ordinateur éteint pendant un peu plus de temps, pendant plusieurs semaines, le jour où on va redémarrer, c'est fort probable que le poste, ralentisse parce que justement il prend des ressources, assez importantes pour télécharger les mises à jour et les installer. Donc l'installation généralement ça va vous mettre, enfin une fois qu'il a tout téléchargé, ça va vous mettre une petite info bulle, soit à côté de l'heure en bas à droite, vous demandant de redémarrer, soit sur le bouton, en bas à gauche d'extinction, en vous proposant de mettre à jour et d'éteindre l'ordinateur. Donc ça pour avoir le temps, laisser le temps à l'ordinateur de télécharger ces mises à jour, de les préparer et tout ça. Ça peut être très chronophage, ces opérations, surtout si vous avez une ligne internet qui est moyenne, qui est pas super rapide, ça peut être très long à télécharger et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, sur l'ordinateur, de plus en plus sur les systèmes Windows 10, c'est un programme autonome qui est censé tourner tout seul, sans trop vous gêner normalement. Mais voilà, dans les situations un peu exceptionnelles comme ça, où on n'a pas allumé l'ordinateur depuis un moment, je pense que c'est important d'anticiper et de pas attendre le jour de la réouverture pour allumer les ordinateurs. Donc si vous avez possibilité, quelques jours avant, de passer au magasin, de tout rallumer, voir s'il y en avait un qui a été resté allumé, de le redémarrer, pour que tout ça se mette en route, et donc faire ces mises à jour qui sont, qui sont très importantes, hein, sur le système. Parce qu'il y a des mises à jour de sécurité, mais aussi des corrections de bugs et tout ça, donc c'est important de maintenir tout ça à jour, donc et de l'anticiper quelques jours avant. De la même manière, donc ça, il faut le faire, pardon, sur tous les postes, hein. C'est pas parce que vous avez un serveur et des postes caisses, que vous avez la base de données ODI sur le serveur qu'il faut faire ça que sur le serveur. Il faut aussi les postes caisses vont être impactés puisqu'ils sont eux-mêmes sur Windows et ce dont je vous parle actuellement, c'est vraiment indépendant d'ODI, hein. C'est vraiment sur la machine sans lien particulier avec ODI. Et donc sur tous les postes du magasin, il est, je pense, bon de tout redémarrer, quelques jours avant pour être sûr que la plupart des mises à jour qui n'ont pas été faites jusqu'à présent se fassent, sans vous bloquer, sans que vous soyez encore en activité. En plus des mises à jour du système d'exploitation, il y a aussi il peut y avoir d'autres logiciels qui vont se mettre à jour, notamment l'antivirus. Donc l'antivirus, ça marche comme le système d'exploitation. C'est donc un programme qui se lance en tâche de fond, que vous ne voyez généralement même pas, hein, qui est réduit peut-être sous forme d'icône en bas à droite à côté de l'heure. Et lui aussi, il se met à jour régulièrement avec une base de données interne pour contrôler et surveiller éventuellement des intrusions et tout ça. Donc ça, c'est très important qu'il soit à jour. Et lui aussi, généralement, il se met à jour tout seul. Donc ça prend aussi des ressources de téléchargement, d'installation et tout ça. Et si vous n'avez pas allumé les ordinateurs, depuis un moment, il va se déclencher normalement à l'ouverture de l'ordinateur. Donc ça va vous prendre des ressources, etc. Ça peut vous ralentir pas mal. Et ça peut être embêtant si le jour où vous redémarrez, vous n'avez pas anticipé. Donc tout ce qui est voilà, antivirus, système d'exploitation, ça peut être assez chronophage lors du redémarrage si vous n'avez pas allumé vos postes depuis un moment. Donc maintenant, du coup, si on bascule sur vraiment le cœur du problème, donc le redémarrage d'ODIS, le redémarrage de votre activité. Donc sur ODIS, pour faire le lien un petit peu avec le point d'avant, on a aussi des mises à jour régulières. On propose des mises à jour, on corrige des bugs, on améliore des petites choses, on propose des nouvelles petites fonctions. Alors généralement, les nouvelles fonctions, c'est plutôt dans les mises à jour majeures, mais au quotidien, grâce à vos retours, au support notamment, on corrige quelques petites choses, on améliore avec des patchs que vous pouvez télécharger. Alors, nous, on ne conseille pas forcément d'automatiser ce téléchargement, mais au moins d'activer une notification. Ça, c'est donc une petite astuce sur l'écran d'accueil d'ODIS.
Ici, là, en cliquant, en dessous de mon numéro de téléphone, vous avez le numéro de la version et vous avez un onglet mise à jour avec un gros bouton orange là, qui permet de contrôler s'il y a une mise à jour disponible d'ODIS. Donc ça peut être intéressant de le faire, de temps en temps pour, voir si, pour voir si un nouveau patch, correctif qui serait disponible pour vous mettre à jour votre version d'ODIS. Voilà, ça c'est un petit point à surveiller et là tant que vous avez, si vous allez au magasin, qui est encore fermé, mais justement pour, contrôler les mises à jour du poste, redémarrer un peu tout ça, vous pouvez peut-être en profiter pour, vérifier s'il n'y a pas éventuellement un nouveau patch, une nouvelle version corrective d'ODIS pour, donc vous pouvez en profiter pour la mettre à jour. Parce que depuis, même si là, il y a eu le confinement, on a quand même eu quelques clients qui ont travaillé, qui étaient ouverts. Nous aussi, on était ouverts normalement, quasiment normalement. Donc, les les développeurs et les personnes du support, ont pu, avancer sur, des petites corrections qui avaient été, remontées au support, ces derniers temps. Donc il y a des patchs correctifs qui sont, livrés, enfin qui sont proposés, régulièrement. Par contre, c'est à vous de prendre l'initiative de vérifier en passant par ici et de l'installer ou alors en cliquant sur la petite option en dessous: «Je souhaite une alerte de mise à disposition du patch». Donc si vous activez ça et que vous fermez, si on propose une mise à jour d'ODIS, eh bien à l'ouverture d'ODIS, en bas, vous aurez une petite, notification qui va apparaître, vous disant, qu'il y a une mise à jour disponible et en cliquant dessus, il vous amènera sur cet écran pour que vous alliez cliquer là-dessus et ça va télécharger et installer automatiquement la mise à jour. Donc ça, c'est à faire sur un seul poste dans le magasin et dès que vous l'avez fait, ça va se déployer sur tous les autres postes. Si vous avez plusieurs postes, si vous le faites sur le serveur par exemple, les postes caisses, dès qu'ils vont redémarrer ODIS, ils vont, se mettre à jour automatiquement. Voilà, donc ça c'était une petite astuce pour, surveiller des mises à jour, pour d'éventuelles corrections ou améliorations de certains points sur le programme ODIS. Après à l'ouverture d'ODIS, si vous n'avez pas ouvert ODIS depuis un moment, il se peut et comme là on est passé au mois de mai, depuis une semaine, vous savez qu'il y a un traitement de clôture mensuel à faire tous les mois. Si vous n'avez pas ouvert ODIS depuis le mois d'avril, quand vous allez le rouvrir, vous allez avoir un message qui va vous signaler que le ODIS est encore sur le mois d'avril, alors que le mois calendaire, on est passé sur le mois de mai. Donc là, j'ai ouvert un autre dossier ODIS, comme si, comme si la dernière fois que je l'avais ouvert, c'était au mois d'avril. Vous voyez, donc il est toujours sur la date d'avril. Et on a cette fenêtre qui apparaît à l'ouverture directement. Je me suis connecté, j'ai mis le code opérateur et j'ai cette fenêtre qui arrive de suite. Vous disant, alors c'est pas grave, hein, c'est juste une attention, vous disant que on est réellement le 7 mai, le calendrier, on est au 7 mai aujourd'hui, mais ODI c'est à la date du 29. Donc ça vous a peut-être déjà, c'est déjà peut-être apparu chez vous quand vous avez ouvert ODIS un 1er du mois et que vous n'aviez pas fait le traitement de clôture mensuel. Donc ça vous incite à à lancer le traitement de clôture que l'on a ici. Ça, donc c'est obligatoire, c'est un traitement que vous faites tous les mois, que vous avez l'habitude de faire, j'imagine. Heu, Ce menu ici peut éventuellement être grisé. Donc, ça veut dire que vous êtes sur un poste sur lequel on n'a jamais libéré la fonction, un poste caisse peut-être, sachant que généralement on active cette fonction uniquement sur le poste serveur pour des questions de performance. C'est un traitement qui est assez complexe et assez lourd, qui, balaye toute la base de données au niveau des caisses et du stock, donc ça je vais y revenir un petit peu. Donc si le menu est grisé, pas de panique,
Il faut être sûr déjà que vous êtes sur votre poste serveur, le poste principal du magasin. Et si c'est le cas, ça veut peut-être dire que le poste a été remplacé, formaté il y a quelque temps et qu'on n'a pas redébloqué cette fonction. Notamment si c'est un prestataire externe qui vous a fait l'intervention de reformatage du poste ou de remplacement du poste. Il vous a peut-être réinstallé ODIS, mais ça, il n'avait pas les moyens de redébloquer ce menu, c'est ODIS au support qu'on doit le faire. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, surtout, pour que l'on vous débloque ça, pour pouvoir continuer à travailler sur le bon mois et à mettre à jour ODIS. Donc, un petit rappel sur le traitement de clôture. Le traitement de clôture, c'est un traitement très important sur ODIS qui a trois grandes fonctions, on va dire. C'est un traitement qui fait trois choses en même temps, qui peut être très long en fonction du volume de votre base de données. Ça peut être assez long. C'est pour ça que l'on privilégie le lancement de ce traitement depuis le poste serveur. Donc en effet, la base de données, elle est sur votre serveur, la base de données ODIS, et les postes déportés, les postes caisses, accèdent en lecture et en écriture sur le serveur via le réseau. Donc lors du traitement de clôture, il y a beaucoup justement de lecture-écriture qui sont faites dans le programme. C'est pour ça que si l'on fait sur le serveur, on évite de passer par le réseau, le câble réseau, le Wi-Fi, qui est un gros goulet d'étranglement au niveau des performances. Donc c'est très important enfin, nous on vous conseille vivement de lancer ce traitement sur le poste serveur uniquement, justement pour ça, pour accélérer le traitement et éviter d'éventuelles coupures de réseau qui pourraient compliquer la tâche et des fois engendrer des anomalies ou des erreurs un peu embêtantes. Et le traitement de clôture donc, va faire trois choses. La première chose, c'est qu'il va clôturer tout ce qui concerne les caisses, qui concerne le module de vente. Il va clôturer toutes les opérations qui ont été faites sur le mois précédent. Donc, si on passe d'avril à mai, le traitement de clôture va fermer, en gros, toutes les journées du mois d'avril et vous ne pourrez plus passer de vente ou corriger, revenir sur le mois d'avril pour modifier ou faire d'autres opérations de vente, d'acompte, de, de remboursement, etc. Vous ne pourrez plus revenir sur ces journées-là. Ça se manifeste dans l'interrogation des ventes avec le petit cadenas ici. Donc si on revient sur le mois précédent, donc là, je suis sur mon mois qui n'est pas à jour, je suis toujours sur le mois d'avril. Donc si je viens au mois précédent, le mois de mars, qui était un mois clôturé ici, vous voyez, il y a le cadenas rouge, ce qui signifie que je ne peux plus faire d'opération sur ce mois. Une fois que je reviens, que je suis sur le mois en cours, donc dans ce cas-là, le mois d'avril, j'ai le cadenas vert, je peux encore faire des ventes. Et quand je vais passer sur le mois de mai, eh bien, ainsi de suite, le mois d'avril va se clôturer et le mois de mai va devenir disponible. Ça, c'est quelque chose que vous, je pense, maîtrisez un petit peu puisque c'est vraiment au quotidien pour vous. Tous les mois, comme ça, on bascule de mois et ODI, ça a vraiment une gestion au mois, une gestion mensuelle au niveau des caisses. L'avantage, c'est que ça vous oblige à être assez rigoureux dans le contrôle de vos journées en vous obligeant à justement avoir cette clôture mensuelle, sous-entendant qu'il faut bien valider toutes vos journées du mois pour pouvoir continuer l'activité sur le mois suivant. Donc ça, c'est le premier point, c'est la clôture des caisses. Le deuxième point, c'est que ça va travailler sur le stock. Et ça va mettre à jour toutes les quantités en stock. Toutes les quantités en stock de vos références. Donc vous savez, pour chaque fiche article, on a moyen de consulter le stock d'ODIS, le stock, les quantités en stock. Le programme, lors de la clôture, va tout simplement
Vous transposez la quantité en stock que vous aviez en avril sur le mois de mai, sur le mois suivant. Donc si vous aviez une référence X avec une quantité en stock de 2 par exemple, en avril, eh bien, quand vous allez faire la clôture de fin de mois, cette quantité de 2 va être la quantité de départ pour le mois de mai. Et ainsi de suite. C'est ce qui permet à ODIS de pouvoir retrouver les quantités en stock sur plusieurs mois en arrière et de pouvoir aussi, dans la recherche de stock, demander à avoir une situation il y a 3 mois, par exemple, en début de mois. On est capable dans ODIS ici de retrouver les quantités en stock sur le mois de janvier grâce à ce traitement de fin de mois qui, chaque fois que vous le lancez, reporte la quantité en stock sur ODIS connue sur le mois précédent sur le nouveau mois afin de garder un historique. Et l'historique, il est sur, en gros, sur les 2 dernières années, sur 26 mois en arrière précisément. Mais du coup, ici, ça veut dire que vous pouvez retrouver et éventuellement comparer un inventaire par rapport à ce que vous aviez l'année dernière ou il y a 6 mois. On peut ici très bien refaire une recherche sur 6 mois en arrière, 2 mois en arrière, 1 an en arrière. Après, on ne peut pas revenir sur 10 ans en arrière, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà. Voilà le principe donc, de la clôture, à quoi elle sert et pourquoi elle est assez longue. Parce qu'elle mouline à la fois les caisses et le stock. Et j'avais dit qu'il y avait un troisième point. Et le troisième point, c'est que le traitement de clôture génère aussi des archives fiscales. Donc ça, c'est un peu nouveau. Depuis la version 22, dans laquelle on a introduit le module de caisse sécurisée demandé par l'administration fiscale pour la nouvelle réglementation sur les logiciels d'encaissement. Donc on a greffé au traitement de clôture une génération d'archives fiscales. Alors c'est complètement transparent pour vous, mais c'est une obligation légale qui nous a été demandée. Les archives fiscales, ce sont tout simplement des fichiers qui vont contenir, avec un format particulier demandé par l'administration fiscale, qui vont contenir tous vos encaissements, vos totaux de TVA, etc., de manière, pour chaque journée, pour chaque mois et pour chaque année. Donc, ça, voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est pas trop, ça ne va pas vraiment vous servir. C'est plus en cas de contrôle de l'administration fiscale. Sachez que maintenant, ils ne vont plus vous demander vos journaux de vente ou de sortir l'historique des entrées, l'historique des ventes et tout ça. Ils vont, ils vont tout simplement aller chercher ces fichiers, ces archives fiscales dans la base de données ODIS. Et voilà, parce que ces fichiers ont été faits avec un format que eux nous ont demandé. Donc, c'est vraiment un outil pour l'administration fiscale en cas de contrôle pour simplifier le contrôle. Donc ça, j'insiste pas trop là-dessus parce que c'est assez transparent, mais sachez, on peut retrouver ces fichiers ici, dans le sous-module, sous-menu ICAR, consultation des archives. C'est pas très intéressant, ce sont des fichiers bruts, pas très lisibles. Et voilà, sachez que ça existe et donc tout ça, c'est mouliné pendant le traitement de clôture mensuelle. D'où voilà, une lourdeur assez importante de ce traitement. Donc il ne faut pas négliger et quand on le lance, voilà, anticiper que ça peut durer quelques minutes en fonction de la taille de la base de données. Donc si on a une urgence comme ça, voilà, ça peut prendre quelques minutes et bloquer le poste. Et c'est très important que pendant ce traitement, on n'ait vraiment aucune activité sur ODIS. Donc il faut que tous les autres postes du magasin, s'il y en a, aient bien fermé ODIS pendant ce traitement. Donc, que ça clôture correctement les caisses, que ça transpose le stock et que ça génère ces fichiers d'archives fiscales. OK, on peut Voilà. pardon, on peut peut-être faire, voir, s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? On est en nombre assez, on est en petit groupe, donc si vous voulez activer vos micros, si vous avez des questions pour les poser directement, n'hésitez pas. Heu,
Donc, là, on a abordé, Kevin, tu peux peut-être revenir sur les 3 points, en résumé pour voir si si ça Alors, tout à génère des fait. questions? Mmh. Donc le premier point qui est important, c'est avant de lancer ODIS, revenir sur tout ce qui est système d'exploitation, infrastructure. Donc pensez à anticiper la réouverture en passant au magasin quelques jours avant, rien que pour allumer ou redémarrer tous les postes du magasin, pas seulement le poste principal. Si vous avez plusieurs postes, y compris des postes caisses, rallumez bien tous les postes pour que d'éventuelles mises à jour Windows se déclenchent. Puisque ce sont normalement, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement sur vos ordinateurs. Donc, n'hésitez pas à rallumer tous les postes pour que tout ça se mette à jour. Maintenant, ça se met à jour quasiment tout seul. Mais ça peut être très long si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, puisque les mises à jour se cumulent et elles vont se déclencher du coup tout au même moment. Donc, pour les mises à jour Windows, mise à jour de l'antivirus, voilà, il faut penser à redémarrer tout ça. Après le traitement en ouvrant ODIS, si vous n'avez pas eu d'activité depuis le mois d'avril, quand vous allez le rouvrir, vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez avoir le message disant que le ODIS est au mois d'avril alors que réellement on est au mois de mai, donc il va falloir faire le traitement de clôture sur le poste serveur. Si le menu clôture mensuelle est grisé, n'hésitez pas à nous appeler, à appeler la hotline, on va vous débloquer, ça prend 3 secondes pour nous. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Et sachez que ce traitement, voilà, il est un petit peu lourd. Donc je vous ai expliqué rapidement qu'est-ce qu'il faisait derrière et pourquoi il peut être un petit peu long. Donc ça, c'était voilà les 2 premiers points. Si on continue, à l'ouverture, qu'est-ce qui peut se passer? Pardon, un autre point, au niveau de la clôture mensuelle, si vous aviez le magasin qui était déjà fermé en mars pour fermeture annuelle ou pour inventaire ou je sais pas quoi, et que vous avez enchaîné sur un confinement, donc si ça fait plus de 2 mois que vous n'avez pas ouvert, vous allez avoir le ODIS qui sera non pas en avril mais en mars. Donc là c'est pareil, vous allez avoir le message à l'ouverture qui va vous dire que ODIS est en mars alors qu'on est au mois de mai et qu'il faut faire la clôture. La clôture, elle bascule que d'un mois sur l'autre. Elle ne fait pas 2 mois d'un coup. Donc il faudra faire le traitement 2 fois. Un premier traitement qui va basculer du mois de mars au mois d'avril et un autre traitement qui va basculer d'avril en mai. Donc il faudra enchaîner ces 2 traitements. Ça sera 2 fois plus long. D'accord. Donc quand on ouvre la clôture, ça se présente comme ça, vous vous rappelez, hein, c'est assez clair. Ça passe d'un mois du mois précédent vers le mois en cours. Et si on a du retard dans la gestion d'ODIS, parce qu'on avait un magasin qui était fermé pour travaux, pour congés ou n'importe quoi depuis un moment, donc si ça fait plus de 2 mois, eh bien, il faudra faire le traitement de clôture mensuelle autant de fois qu'on a de mois de retard. Après, à l'ouverture, il peut y avoir aussi un autre traitement, un autre genre de traitement informatique qui peut se déclencher. Ça dépend de chacun, de vos configurations, de vos relations avec les fournisseurs. Il y a certains fournisseurs qui vous proposent de programmer des programmes des traitements de réassort ou de fidélité. Donc ça peut être par exemple du réassort, on appelle ça du réassort GAO, réassort automatique, avec des fournisseurs comme Pierre Lanier, Fossil, Swarovski. Et on a aussi si vous êtes affilié à un groupement tel que Sinalia, il y a aussi des traitements spécifiques dans ce cas qui peuvent être programmés pour se déclencher automatiquement à l'ouverture d'ODIS. Donc généralement, ce sont des traitements que l'on programme toutes les semaines et tous les mois. Et ces programmes parcourent votre stock et vos ventes pour justement remonter aux fournisseurs des informations relatives à justement votre activité et vos niveaux de stock afin que ça déclenche chez eux automatiquement
un, un réassort pour votre magasin. Donc ces traitements, s'ils se déclenchent toutes les semaines et que vous n'avez pas ouvert depuis plusieurs semaines, c'est un peu comme la clôture, ils vont se déclencher pour chaque semaine à la suite. Donc, sauf que là, c'est automatique. C'est pas à vous de lancer ces traitements. Généralement, c'est programmé automatiquement à l'ouverture en début de semaine. Donc, quand vous allez rouvrir, si vous n'avez pas utilisé ODIS depuis plusieurs semaines, il est probable que ces traitements se déclenchent et moulinent toutes les périodes non validées depuis la dernière fois où ça a tourné. Donc, si c'est sur une semaine, généralement, ça c'est pas trop long, ça peut durer peut-être une minute. Mais si c'est sur 3-4 semaines, 5 semaines, les traitements vont s'enchaîner. Le programme va traiter toutes les périodes non validées et du coup, ça peut allonger le temps de traitement. Donc ça aussi, ça peut être un point de blocage ou de ralentissement à anticiper lorsque vous allez redémarrer. D'où l'intérêt de faire ça, peut-être pas le jour de la réouverture, mais quelques jours avant. Donc pour résumer, il y aura la clôture à faire pour basculer sur le nouveau mois et aussi ces traitements-là à anticiper qui généralement se lancent automatiquement. Donc ça c'est plus pour les cas où vous avez du paramétrage spécifique avec des fournisseurs qui font du réassort automatique. Si je reviens sur la clôture, dans le cas où vous auriez la gestion de plusieurs magasins, alors en fonction de vos configurations, soit vous avez un serveur principal sur lequel il y a toutes les bases de données magasins et les magasins distants se connectent à distance en TSE, ou alors si vous avez un dossier principal et des dossiers répliqués de vos magasins, le traitement de clôture, il faut bien le suivre parce que vous pouvez arriver dans le cas où vous ne voyez pas, vous n'avez pas accès à la base magasin de votre deuxième magasin, par exemple. Alors, je vais essayer de l'illustrer en mettant sur mon dossier. Par exemple, imaginons que je gère, vous voyez, plusieurs magasins. Le magasin 1, 7, 9, 99, par exemple. Et vous voyez, il y en a qui ne sont pas sur le mois de mai. Donc, le magasin 1 et le magasin 9, par exemple, ne sont pas sur le mois de mai. J'ai par contre le 7 et le 99 qui sont sur le mois de mai. La conséquence, c'est que quand je vais faire une interrogation, on a des programmes d'interrogation multi-magasins, vous savez ici, dans l'onglet magasin, vous voyez, je ne vais pas voir les magasins, enfin je vais voir uniquement les bases magasins qui sont sur le mois en cours, qui sont sur le même mois que le dossier que je suis en train d'utiliser. D'accord, donc ça on a souvent des appels là-dessus. Si vous gérez plusieurs bases magasins, ou que ce soit répliqué ou en direct ici, le programme interroge toujours et va toujours interroger les bases qui sont sur le même mois. Donc si vous en avez certaines qui n'ont pas été, pour lesquelles la clôture n'a pas été faite, vous ne les verrez pas ici. Il ne faut pas s'étonner, il faut de suite aller vérifier les autres dossiers magasins. Est-ce que la clôture n'aurait pas été oubliée, par exemple? Alors c'est vrai sur un dossier également répliqué, comme je l'ai dit, bien que ce soit un magasin distant, à distance qui travaille. Si vous avez une copie sous forme de réplication sur votre poste, il faut penser également à faire la clôture de ce dossier répliqué, au même titre que votre dossier d'exploitation réel. Sinon, vous aurez comme ça des incohérences ici ou des manques dans les programmes multi-magasins pour interroger ou pour faire vos transferts. Pour les transferts, c'est la même chose. On ne peut faire les transferts que si le magasin est sur le bon mois.
OK. Est-ce que alors là-dessus, c'est peut-être, quelque chose de qui est maîtrisé, mais il y a peut-être des interrogations. Est-ce que vous Ça avez concerne pas des tout le monde, ça, ça c'est vraiment concerne pas quand tout le monde? on a un réseau de magasins, Tout à fait. Mais, bon, face à enfin, c'est un peu «complexe» entre guillemets, plus complexe donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoute, apparemment, tout est bon. tout est limpide. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Après la surveillance et le redémarrage de l'infra, tout ce qui est par rapport à ODI, c'est qui peut vous perturber à l'ouverture, ça peut être tout ça, donc la clôture, les traitements automatiques, des fournisseurs de réassort et donc bien surveiller ces clôtures là sur tous vos dossiers magasins pour, pouvoir continuer à utiliser ODIS, avec les programmes multi-magasins, les interrogations, les réplications, et cetera. Donc s'il y a le moins de problèmes sur le menu de clôture, mensuel, s'il est grisé ou s'il y a un blocage, il faut pas hésiter à solliciter la hotline pour tous ces différents problèmes. Voilà, donc le troisième point que j'allais aborder, c'est par rapport à, la communication avec les clients. Est-ce que, Pauline, tu veux nous faire Oui, une petite bien sûr, introduction? bien sûr. Donc on avait déjà fait un webinar sur, la thématique de la sélection client, ce que tu vas réaborder. Moi, en amont de tout ça, je voulais donc, vous rappeler que comme enfin, vous le savez, mais, qu'il y a quand même un cadre, réglementaire pour pouvoir communiquer avec vos clients, et que vous devez, recueillir leur consentement à recevoir des, informations publicitaires, commerciales, on va dire. Sous peine, que la personne porte plainte et que vous puissiez être embêté. Très honnêtement, il n'y a pas eu non plus, il y a pas beaucoup de personnes qui enfin, j'ai pas entendu beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises qui se sont pris des amendes, liées à la RGPD, mais on ne sait jamais. Voilà, donc et puis par respect pour vos clients, je pense, voilà, c'est quand même important, voilà, que vous puissiez recueillir leur consentement. Donc ça, dans les fiches clients, je pense, Kevin, tu pourras y revenir. À quel moment on peut, enfin, à quel moment on voit, enfin, comment on peut, comment dire? Signifier que le client est OK pour recevoir les communications. Parallèlement, là, pour la réouverture des magasins, je ne peux que vous encourager à bien évidemment faire une communication à vos clients, à ceux qui ont accepté, d'autant que la fête des mères arrive, donc profitez, peut-être de cet événement pour, rappeler vos horaires d'ouverture, rappeler également que, vous proposez potentiellement des services de click and collect, des rendez-vous en magasin. Vous pouvez également investir de nouvelles modalités digitales. Alors sans parler de bornes en magasin, enfin de choses, quand on parle de digitalisation, on a toujours l'impression que ce sont des choses, enfin des choses complètement, énormes. Mais la digitalisation, ce sont aussi, voilà, investir, les réseaux sociaux. Un réseau social, dans un premier temps. Facebook, par exemple, c'est gratuit, vous pouvez créer une page entreprise. Après, si vous voulez faire des pages sponsorisées, c'est pas la même chose, mais ou des annonces sponsorisées, forcément, ça aura un coût. Mais la création d'une page, entreprise est gratuite sur Facebook. Ça vous offre la possibilité de pouvoir, mettre en valeur vos biens, enfin les vos produits, vos articles, créer des événements et puis surtout créer votre communauté. N'oubliez pas aussi, c'est quelque chose de très simple, mais parfois on n'y pense pas, sur Google, le fait de mettre vos coordonnées, d'être géolocalisé, vous pouvez également mettre vos horaires. Voilà, ça c'est typiquement, c'est gratuit. Après, au niveau de la communication client, vous avez plusieurs canaux qui existent, hein, donc les réseaux sociaux, on vient d'en parler, mais vous avez aussi la possibilité de faire, des campagnes, d'emailing et pour ça, vous avez un outil que je vous préconise, c'est celui qu'on utilise donc voilà, qui s'appelle Mailjet et qui a une version qu'on dit freemium, donc c'est-à-dire, free, enfin voilà, qui vous permet d'envoyer jusqu'à 200, mails par jour. C'est un outil qui est bien fait parce qu'on va dire que pas besoin de développer, tout est assez didactique. Vous pouvez, très facilement faire quelque chose d'assez joli, et voilà. Donc ça aussi c'est gratuit. Après bon, ce qui n'est pas gratuit, c'est le temps que vous y passerez. On peut aussi vous aider, hein, sur ces aspects-là. Et puis, je voulais également moi vous faire un petit rappel. Vous avez des ressources, qu'on a mis nous à disposition sur notre blog, hein, pour, justement vous donner des idées de création de nouvelles modalités de communication.
des liens également vers des prestataires qui peuvent vous aider à la création d'un site internet. On a également développé une petite plateforme, gratuite qui vous permet de créer une page, très simplement une page internet pour votre click and collect. Donc toutes ces infos, vous les retrouvez sur notre site et puis ce mois-ci, le Bijoutier International a fait un dossier sur la digitalisation qui est très bien fait, qui justement permet de dresser un large panorama de, bah, qu'est-ce qu'est la digitalisation et du début jusqu'à la fin, de la chose la plus simple au projet le plus complexe. Voilà, ça ouvre un petit peu les perspectives, je le trouve très intéressant et le mois prochain, vous aurez un dossier qui viendra compléter cette étude plus large avec des outils vraiment concrets. Je vous le dis parce qu'on nous a demandé d'y participer, donc voilà, je le sais. Donc n'hésitez pas, notre blog est une source, voilà, est une source de bonnes pratiques. On essaye en tous les cas de l'alimenter régulièrement. Donc n'hésitez pas, voilà, à le suivre et à voir ce qu'on peut vous voilà, ce qu'on peut vous proposer en termes de peut-être de nouvelles idées que vous n'auriez pas exploitées, et cetera. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la com. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Ou si vous avez besoin de conseils, on est là aussi, hein, pour vous aider. Le support, c'est pas enfin, c'est pas que ça c'est mon micro s'est débranché entre-temps. Je dis le support, ça peut aussi être, et je pense que dans ces cas-là, ça me sera renvoyé des comment dire? Des préconisations, sur ces composantes un peu, transverses au logiciel. Sur la communication, moi voilà, si je peux vous aiguiller, n'hésitez pas. Voilà. Kevin, je te laisse reprendre la Ouais, parole, sauf s'il y merci a des Pauline. n'hésitez pas. Après, ça peut peut-être venir aussi à la fin du webinaire, en ayant tout vu, voilà, s'il y a des points, tous les cas, n'hésitez pas, hein, on est en petit nombre et c'est enfin en petit nombre, hein, on est une grosse dizaine, donc on peut en profiter vraiment pour interagir et puis même si vous voulez vous donner vos bonnes pratiques les uns les autres, c'est le moment. Ok, Je te laisse merci la parole, Pauline. cette fois-ci pour de vrai. Merci. Je vais enchaîner donc sur la partie communication client et comment faire une sélection de clients pour faire un envoi de mail, de SMS, ou un listing ou un export Excel tout simplement. Donc ça passe par le menu client, sélection client, ici. Donc cet écran, il est assez complet, vous voyez, assez chargé, il y a beaucoup de critères de sélection. Le but, donc il va y avoir 2 parties. La partie sélection à partir de critères de filtres pour avoir une sélection précise d'un lot de clients à qui je veux faire une communication. Et à partir de cette sélection, on fera un envoi de communication en utilisant un canal particulier. Soit c'est un export Excel qu'on transmet à un professionnel, un routeur qui lui s'occupera de faire ces envois de mails par exemple, ou alors vous pouvez dans ODIS même faire un envoi de mail d'une sélection de clients. Alors ça sera un peu plus basique, hein, forcément, que si vous transmettez une liste de clients et un message à un routeur, un professionnel qui s'occupe de faire ces envois. Vous pouvez aussi faire un petit message à un lot de clients pour envoyer des SMS. Alors là, la particularité du SMS par rapport au mail, c'est que c'est payant. Il faut contacter pour l'utiliser notre service commercial pour activer le module et vous achetez un crédit de SMS. Donc, par exemple, vous pouvez acheter 1000 ou 2000 SMS pour faire un envoi d'une information importante concernant votre magasin. Donc, les tarifs sont dégressifs, hein, ça ils vous expliqueront en fonction du nombre de SMS que l'on commande. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir un crédit de SMS pour pouvoir utiliser ODIS directement pour envoyer des SMS aux clients. Donc ça suggère tous ces envois, que ce soit par courrier, par mail, par SMS. Ça suggère déjà d'avoir un fichier client assez propre, donc qui soit tenu de manière assez rigoureuse. On va y voir juste après. On va voir ça juste après. Et ça suggère aussi d'avoir récolté les consentements clients
par rapport à la RGPD, le Règlement général pour la protection des données. Donc ça, c'est assez nouveau depuis 2018. Vous êtes obligé de récolter et d'enregistrer dans le système d'information sur lequel il y a la base de données client, les consentements du client pour ces éventuels envois de prospection. Donc ça, c'est ces cases ici que l'on retrouve lorsque l'on va faire la sélection. Alors, pour ça, je vais juste revenir avant, quand on est sur une nouvelle fiche client, par exemple. Donc, vous créez un nouveau client qui passe au magasin, qui fait un achat. Vous mettez les choses qui vont bien. Voilà, on met une adresse mail. On ne met pas de téléphone, on ne met pas d'adresse postale, on valide. Et voilà, vous avez cette fenêtre qui va apparaître. Donc cette fenêtre, elle apparaît et je vous rappelle à quoi ça sert. Ça sert justement à recueillir le consentement de vos clients. Alors, vous avez peut-être pris l'habitude de toujours cliquer ici et de faire valider. Ça, c'est le choix simple et qui va vite pour dans le cas où on n'est pas vraiment intéressé pour faire des envois de prospection derrière. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Aucun envoi publicitaire, ça veut dire que le client, soit vous ne lui avez pas demandé, soit il vous a clairement dit qu'il ne voulait pas recevoir de prospection commerciale, que ce soit par courrier, par SMS ou par mail. Si de manière directe ou indirecte, vous comprenez que oui, il est intéressé pour recevoir des informations par mail, et en plus il a donné son adresse mail, eh bien ici vous pouvez mettre oui, ça veut dire que sur sa fiche client, si on fait ça, je vais aller consulter, alors je vais sortir de ma vente, je vais aller consulter ma fiche client ici complète. Donc ma fiche client, vous voyez, a enregistré via l'opération que je viens de faire tout à l'heure là, a enregistré le consentement. C'est-à-dire il y a 2 rouges pour tout ce qui est SMS ou courrier. Par contre, pour les mails, c'est en vert. Ça veut dire que je pourrais faire une sélection de clients pour des envois de mails et celui-ci, ce client, sera pris dans la sélection puisqu'il a dit qu'il était d'accord pour recevoir des mails. Alors si vous avez été peut-être un peu vite ou si c'est pas à jour pour un client, ou si un client vous demande il avait dit OK, il était d'accord pour recevoir des mails et finalement il ne veut plus les recevoir, eh bien vous pouvez revenir ici en modification sur la fiche, cliquer sur la petite gomme et changer les choix. Donc mettre tout à non ou mettre oui sur le SMS en renseignant son nouveau numéro, par exemple. D'accord? Donc vous pouvez tout changer comme ça facilement depuis la fiche client. Donc c'est pas grave si à un moment donné vous avez mis non alors que c'est oui et vice versa, vous pouvez revenir dessus. Par contre ça c'est donc obligatoire depuis 2018 quand vous créez une fiche client sur ODIS. Cette petite fenêtre, voilà à quoi elle sert, à enregistrer ses consentements. Alors les consentements, c'est important quand on fait des envois groupés de communication. Ça n'a pas forcément d'importance quand vous prenez un numéro de téléphone pour envoyer, l'état d'un SAV, d'un service après-vente, d'une réparation ou d'une commande. Là, vous envoyez vraiment à une personne de manière ciblée. Là, il n'y a pas vraiment de consentement puisque forcément, il vous a donné le numéro à la base pour que vous l'alertiez de ce point. Par contre, la communication client, ce n'est pas forcément le client qui l'a demandé, c'est vous qui envoyez et le client qui, entre guillemets, subit, il le reçoit alors qu'il ne s'attendait pas forcément à la recevoir. Donc là, c'est à ce moment-là, pour ce genre de communication sans rapport avec une réparation ou un client en particulier, c'est pour ce genre d'opération qu'il est important de bien prendre en compte les consentements des clients que vous aurez enregistrés sur ODIS.
Et quelque chose aussi dont j'ai pas excuse-moi Kevin, je me permets. Oui. Quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi, il y a le fait de recueillir les consentements, mais aussi obligatoirement dans chacune de vos communications, vous devez permettre à la personne de se désabonner. C'est-à-dire, d'avoir la possibilité de ne plus recevoir de communication de votre part. Il y a à la fois donc consentement et désabonnement. Ce sont vraiment les 2 prérequis, quand vous allez faire des campagnes de communication. Et même Voilà. Mmh. je pense même si c'est de l'individuel. Il faut de toute façon, vaut mieux le faire, au cas où. Vaut mieux vous Voilà, protéger de cette il manière-là. vaut mieux le mettre tout le temps C'est ça. en condition en bas de page ou comme ça en Voilà, ou petite note. en fin de Mmh. SMS. Voilà, parce que vous vous heurtez, je ne l'ai pas non plus dit, mais vous vous heurtez quand même à des amendes, même si, comme je vous le disais, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose j'ai pas entendu parler, je pense qu'ils attaqueront les grosses structures, s'ils doivent attaquer en tous les cas, enfin enfin la 2-3-4, bon bref. Hem Vous vous heurtez quand même à une amende de 4 de votre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez important. Mmh. Voilà, je te redonne la parole, Kevin. Ouais, merci. Donc si on reprend le traitement qu'on avait commencé tout à l'heure, c'était donc la sélection des clients. Donc cet écran ici va vous permettre de filtrer pour avoir une sélection, la plus, concise, mais la plus pertinente surtout. La plus pertinente par rapport, et la plus, réactive à votre annonce. Donc ça peut être de filtrer sur, un département pour la localité. Évidemment en bas, il va falloir si vous avez, envie de faire une communication par mail, il faudra inclure évidemment les clients qui souhaitent recevoir des emails. Si vous voulez faire par SMS, il faudra inclure les clients souhaitant recevoir des SMS et cetera. Donc ça, c'est le premier volet général. Après dans historique, là où c'est très intéressant, c'est qu'ici, on va pouvoir filtrer et réduire le nombre de clients, pour que ce soit encore plus pertinent, pour ne prendre par exemple que ceux qui sont passés, récemment ou ceux qui passent régulièrement avec un nombre de passages, supérieur à 1 ou un chiffre d'affaires, supérieur à 500 € par exemple. D'accord? Donc on a plusieurs critères comme ça qui permettent de filtrer et d'avoir une sélection de clients, assez fiable. Par exemple, c'est plus intéressant de cibler les clients réguliers qui n'ont pas forcément un très gros chiffre d'affaires à chaque fois, qu'un client qui a un très gros chiffre d'affaires mais qui est venu qu'une fois il y a 10 ans. Donc c'est par les dates de passage ici et éventuellement le nombre de passages que vous pouvez, comme ça arriver à une sélection un petit peu plus fiable. Après dans les infos générales, vous avez c'est ici qu'il faut faire attention, une petite subtilité. En fait, dans cet onglet et dans ce programme à la base, c'est, préparamétré ici au niveau des adresses. C'est préparamétré pour faire des envois de courrier postal, de courriers postaux. Ici, les adresses incomplètes et les NPAI, vous voyez, sont par défaut exclus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on valide telle quelle la sélection, le programme va prendre, les clients qui correspondent à vos critères d'historique et tout ça, mais en plus, ils vont exclure les fiches clients qui n'ont pas de code postaux renseignés ou pas de ville, ou qui ont le marqueur NPAI, activé. Alors le NPAI, pour rappel, c'est n'habite pas à l'adresse indiquée. Ça peut arriver que si vous avez fait une communication, par courrier à un moment donné et qu'elle vous est retournée par la poste avec écrit en gros NPAI, ça veut dire que le client n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc ça typiquement sur, une fiche client où il y aurait une adresse, ça veut dire que si vous recevez ce genre de retour de la poste, ici vous pouvez cliquer sur NPAI, ça va mettre un marqueur comme quoi, bah, vous aviez mis à un moment donné une adresse, mais que, à ce jour, elle n'est plus valide. Donc si vous validez un client en NPAI comme ça et que vous voulez faire une sélection pour un envoi de courrier postal, il ne sera même s'il est dans votre, historique, de date de passage, nombre de passage, il ne sera pas pris parce qu'ici, tous les clients notés NPAI seront exclus
pour ne pas gaspiller une enveloppe pour envoyer à ses clients où on sait déjà que ce n'est plus la bonne adresse. Donc ça, c'est pour les courriers postaux, c'est la petite remarque des courriers postaux et qui va avec le fait que ce programme, attention, par défaut, vous voyez, exclut les adresses postales invalides ou incomplètes. Donc si vous voulez faire du mail, ça, on s'en fiche, il faut penser à remettre le curseur ici sur tous, c'est-à-dire on prendra toutes les adresses, y compris incomplètes, une PAI. Par contre, si on veut faire de l'email, il faudra penser ici à mettre email avec pour que le programme aille chercher dans la base les clients qui correspondent à vos critères de recherche et qui ont une adresse mail renseignée. Pour le SMS, c'est la même chose. Si je veux faire un envoi de SMS, je me mets mes critères de filtre sur la localité, l'historique et tout ça, et je mets SMS avec pour que le programme prenne les clients qui ont uniquement qui ont bien pardon, un numéro de téléphone pour envoyer du SMS, donc ça va filtrer que sur du 06 ou sur des 07. Sur ces questions, Kevin, justement d'envoi de mails et de SMS et de courrier, hein, bien évidemment, faites attention à une chose, des fois on essaye enfin on veut trop bien faire et on veut faire des courriers ultra personnalisés en se disant voilà on va mettre madame, monsieur avec son prénom, son nom avec comment on appelle ça, du publipostage, voilà, hein, en publipostage avec des alors faites très, très attention à ça, le publipostage. Je pense que ça vous est déjà arrivé, de recevoir un courrier, on vous appelle monsieur quand vous êtes une madame ou moi je l'ai déjà sur, SFR, je vous donne un exemple, SFR, il m'appelle madame Pauline parce qu'ils ont interverti mon nom et mon prénom. Je trouve que en fait, ça dessert encore plus votre communication, donc un bonjour, un bonjour suffit plutôt qu'un monsieur ou madame erroné. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre fichier enfin de la qualité, en tous les cas que vous ayez bien renseigné les champs comme il faut, tous comme il faut, sans faute d'orthographe également, parce que ça aussi, n'hésitez pas à la personnalisation, mais attention quand même parce que vous pouvez vite, tomber dans enfin faire l'inverse de ce que vous vouliez faire. Un courrier de qualité qui peut vite devenir quelque chose de complètement incohérent. Voilà. Merci pour cette remarque. Et ça nous est tous Donc, arrivé, je pense, hein, oui, en oui, c'est même ça. temps. Et ça dessert complètement l'intérêt. Donc voilà. Donc, on va voir juste après la rédaction du message comment ça se passe. Ici, pour terminer, donc la sélection ici, on est vraiment dans la partie sélection, hein, donc c'est vraiment ici qu'on va faire les filtres pour avoir un nombre de clients vraiment fiable et précis par rapport à la cible que vous voulez, à qui vous voulez envoyer. Donc une fois que vous avez mis vos critères qui vont bien, alors je vous passe tous les autres, ça peut aller très très loin, mais bon, le mieux est l'ennemi du bien. On va déjà, je vous montre ici les critères principaux. Je vous montrerai, il y a une documentation qui est assez précise dans les manuels utilisateurs qui reprennent chaque zone pour vous expliquer à quoi ça correspond. N'hésitez pas à aller voir hein, dans le menu avec le point d'interrogation. Dans les manuels utilisateurs, vous avez un document qui s'appelle sélection client et qui vous reparcourt toutes les zones ici, onglet par onglet, pour vous expliquer sur quoi ça peut influer d'activer ou pas, ou de renseigner ou pas une zone. Donc le but, comme je vous disais, c'est vraiment d'avoir une sélection précise à qui vous voulez envoyer. Une fois que vous pensez avoir tout bien mis comme sélecteur, vous validez en haut et là, ça va lancer la recherche dans votre fichier client. Donc cette recherche, elle peut être assez longue en fonction du volume de votre fichier client. Si vous avez un fichier client assez ancien, que vous avez depuis le début du magasin, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ça peut être un peu long. Donc anticipez ça, hein, ça va vous bloquer ODIS pendant le temps de la recherche. Et donc ce genre d'opération, ne le lancez pas, enfin, je vous conseille de ne pas le lancer sur un poste caisse en plein milieu de journée. Faites-le plutôt sur le poste de l'arrière-boutique ou sur le poste serveur pour que ça aille un petit peu plus vite, voire beaucoup plus vite. Si c'est sur le poste serveur, ça ira quand même plus vite que sur un poste caisse. C'est la même chose, le même principe que la clôture mensuelle.
C'est un traitement qui balaye tout le fichier client et donc tout un fichier de base de données. Donc si en plus, ça passe par le réseau, le Wi-Fi et cetera, il va y avoir un goulet d'étranglement au niveau des performances. Donc il vaut mieux passer sur le poste, principal pour, faire ce genre de traitement pour que ça aille plus vite. Donc une fois que vous allez valider, il va vous dire, bah, par exemple, voilà ici, 2374 fiches sélectionnées. Donc là, j'ai pas revalidé ma recherche pour pas que ça reprenne du temps. Mais voilà, ça, au final, ça va vous dire il y a tant de clients sélectionnés. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez basculer sur l'onglet en dessous pour exploiter votre sélection. Donc le tableau ici, il vous dit en gros quels sont les critères principaux que vous avez mis dans votre recherche. C'est juste une visualisation. En haut, vous pouvez accéder rapidement à la sélection que vous avez faite. Tout ce qui vous a trouvé, le logiciel, c'est les 2300 et quelques clients qui sont là-dedans. Vous les visualisez, vous les filtrez par nom, par code postal. Vous pouvez encore agir là-dessus. S'il y en a un en particulier, ça vous revient et vous voulez pas lui envoyer, eh bien vous pouvez le sélectionner et l'enlever de la sélection. Alors vous supprimez pas sa fiche client, hein, vous l'enlevez uniquement de la sélection. S'il y en a un où vous vous rappelez qu'il vous avait dit qu'il y avait une faute et que vous aviez oublié de corriger, vous pouvez revenir dessus, modifier, faire une dernière modification avant de faire l'envoi. Là, par contre, ça modifie vraiment la fiche client. Et après, si vous voulez vous mettre vous-même dans la sélection pour, pour voir ce que les clients vont recevoir au final, pour être dans la liste, vous pouvez ici, par exemple, vous ajouter manuellement dans dans la sélection. Voilà. Donc ça, c'est pour agir vraiment de manière ponctuelle sur votre sélection avant de faire l'envoi. Et après, donc, toutes les cases à cocher qu'on a ici, ce sont les types de rapports et les types d'envois que l'on peut faire. Alors, il y a la génération d'une édition, ça c'est juste pour faire un PDF par exemple, si vous voulez vous archiver un annuaire de quelques clients particuliers qui correspondraient à une sélection bien fine là-dedans, vous pouvez faire un PDF comme ça avec l'édition simplifiée ou détaillée. Vous pouvez ici vous éditer des étiquettes sur des planches autocollantes achetées dans le commerce. Ici, routage, publi-postage, ça c'est pour notamment, quand on clique ici, on a cette zone qui s'est actualisée. Le plus souvent, ça c'est pour faire un export Excel. Quand on veut sous-traiter l'envoi de mail à un routeur professionnel qui va mettre tout ça bien en forme, bien joli, vous pouvez lui envoyer votre message et la liste des clients par Excel en faisant ça, routage, publi-postage en Excel. Et après, vous pouvez utiliser cette fonction si vous avez le module de SMS qui est activé, vous voyez, pour vous saisir un petit message. Le fameux stop SMS ici qui peut être inséré automatiquement si on coche la case. Donc par défaut, elle sera cochée pour être envoyée. Les emails, alors les emails, ça se passe en deux temps. Il faut choisir l'option ici et valider pour arriver sur un écran particulier où là encore on choisit ou pas de tout mettre dedans. Et dans le message, ici, on va saisir son message. Donc ça, c'est assez simple, assez simpliste comme message, comme messagerie. Par rapport à une campagne de communication qu'on peut recevoir. Dans ODIS, on ne peut pas mettre une super mise en forme avec une image en fond, etc. On peut choisir la police, la couleur ou le minimum de style quand même, mais c'est pas du tout évolué comme le ferait un professionnel avec, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, Mailjet et tout ça. Ça, c'est vraiment voilà, un message basique à envoyer. On peut quand même mettre une pièce jointe ou un minimum de style dans le message, hein, avec des polices, des tailles, centrage et tout ça. Mais ça ne sera pas du même acabit qu'un professionnel, un routeur professionnel qui vous ferait cette opération. Mais sachez que vous pouvez quand même dans ODIS utiliser la messagerie ici pour envoyer de manière groupée
une communication. Voilà. Donc ça, c'est le programme de CRM, on va dire, hein, d'emailing d'ODIS, qui permet à partir d'une sélection de faire différentes opérations de listing, d'export Excel, SMS ou mail. Ce sont D'accord, les les exports principaux. Excel, excuse-moi, Kevin, tu Oui. peux remontrer l'export Excel? Parce que Alors ça l'export j'ai Excel, c'est ici, c'est l'option voilà. routage Mmh. export, D'accord, postage OK. export, qui donne accès en dessous. D'accord, L'option, alors soit on fait un fichier texte tout simple, soit un export Excel. Alors il y a export Excel ou export Excel complet. Export Excel complet, je vous le déconseille parce que c'est vraiment pour des cas particuliers. Ça exporte toutes les colonnes de la fiche client, y compris des colonnes qui sont pas forcément intéressantes, et du coup ça alourdit énormément le fichier Excel. Il vaut mieux prendre celui-là dans un premier temps, et si vous voyez qu'il vous manque des infos, vous refaites un export avec la deuxième option. Mais déjà, si vous avez une sélection de 2000 clients et que vous voulez faire un export Excel, ça peut déjà prendre 2-3 minutes, voire 5 minutes pour construire le fichier. Et le temps est décuplé si vous faites cette option, parce qu'il y a peut-être une quarantaine de colonnes qui vont se générer, voire plus, pour chaque client. Du coup, le fichier Excel va être vraiment plus lourd. Et je pense que ce n'est pas la peine dans un premier temps de le faire. Donc commencez toujours par l'option du milieu ici, si vous voulez faire un export Excel pour transmettre à un tiers ou pour vous-même vous faire une archive ou une exploitation dans un autre programme ou dans une base de données externe via un fichier Excel. Donc voilà le principe d'exploitation d'une sélection de clients sur ODIS. Alors évidemment, la sélection de clients va vous sortir des données telles qu'elles sont enregistrées dans ODIS. Donc, si vous voulez une communication efficiente et fiable, comme disait Pauline tout à l'heure, et que les noms sont à la bonne place, les civilités sont bien nommées, ça veut dire que forcément, ça se base sur votre fichier client, hein, donc sur vos données. Si à la base, elles sont erronées ou incohérentes, à l'arrivée, votre export il sera aussi incohérent ou erroné. Donc ça se base sur le fichier client d'ODIS que vous consultez ou que vous alimentez à chaque fois que vous passez une vente ici. Et donc nous on conseille régulièrement de, de, de faire une recherche d'incohérence ou de doublons notamment dans ce fichier. Ça peut être intéressant pour nettoyer votre fichier client. Donc à des moments où vous avez peu moins d'activité ou si vraiment vous avez une communication importante à faire, notamment si vous voulez envoyer des SMS ou vous adresser à un routeur qui vous facture peut-être au nombre d'envois. C'est intéressant, avant de faire ça, d'enlever des éventuels doublons ou de nettoyer certaines fiches clients qui ne sont pas cohérentes ou Tu pas as à jour aussi. importantes. Ouais. Dans le menu client, on a un outil qui permet ici de faire une recherche de doublons. Alors, la recherche de doublons, elle fonctionne, elle vous permet de trouver des doublons. Et là, ça dépend de chacun. Comment est-ce qu'on qualifie un doublon sur les clients dans le fichier client d'ODIS? Ça peut être, donc là, il y a différentes manières de détecter les doublons. Un doublon, ça peut être par exemple un client qui a le même nom, code postal, adresse, mais un prénom différent. Effectivement, ça peut être une même famille ou une erreur sur le prénom. Un autre doublon, ça peut être une personne qui a le même nom, prénom, code postal, ville, mais une adresse différente. Donc là aussi, ça peut être un déménagement ou une erreur de frappe sur le nom de la rue. Si vous êtes en vente, vous êtes un peu pressé, que vous cherchez le nom de la personne, que vous en trouvez un, mais qu'en fait elle vous donne un autre prénom, que vous avez mal compris. Bon, pour aller plus vite, vous allez peut-être faire un nouveau,
recréer une fiche avec un nom peut-être orthographié différemment. Et du coup, ça va vous faire un doublon. Alors que si vous aviez fait un petit peu plus attention ou si vous avez mieux filtré ici, vous auriez pu voir que le client existait déjà. Alors ça peut être le cas du déménagement aussi. Vous voyez qu'il y a une fiche avec le nom, prénom que le client vous donne. Par contre, la ville qui vous donne, c'est pas celle qu'il y a sur ODIS. Eh bien, vous pouvez directement décider de créer une nouvelle fiche, alors que c'est tout simplement le même client, mais qui a déménagé. Ça peut être un peu dommage d'avoir à créer une nouvelle fiche client, alors que finalement, c'est la fiche existante qui avait changé. Bon, ça, c'est de la relation avec le client, ça dépend si on a le temps ou pas. Et voilà les manières, enfin les, les situations dans lesquelles on peut éventuellement générer des doublons. Donc, bon, des fois, voilà, on ne fait pas trop attention, on va vite, mais c'est pour ça qu'on vous propose ici des outils de recherche de doublons. Alors là aussi, par rapport à la taille du fichier client, ça peut être un traitement qui prend un peu de temps, hein, donc il ne faut pas le lancer au milieu de vente avant de faire une facture, hein. Il faut vraiment se poser pour faire tout ça, parce que ça prend un petit peu de temps. Ici, si l'on veut ne pas lancer la recherche de doublons sur tout le fichier, sur toute votre base client, mais que sur une partie, on peut demander à mouliner que tous les noms qui commencent de A jusqu'à C, par exemple, pour réduire un petit peu le temps de traitement. Donc là, typiquement, il m'en a trouvé quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a 2 personnes sur la même adresse, mais 2 prénoms différents. Donc là, on peut considérer que c'est un doublon ou pas. Si on considère que non, que c'est valide, on le laisse comme ça. Alors, on va essayer de trouver un cas. Voilà, ici. Oups. Donc le cas ici, je l'ai passé. Ici, la Chabassol, vous voyez, on a 2 prénoms, 2 noms pareils, et l'adresse, il y a eu un raté dans la frappe à un moment donné, mais le fait est qu'il y a 2 clients, il y a 2 fiches clients pour cette même personne. Et là, c'est bon, c'est flagrant, c'est sûr que c'est la même personne dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on voit ce genre de doublon? Donc, c'est marqué en haut, il faut cocher le client dans les informations sont conservées. Donc, on peut faire ça, valider, et le programme va me supprimer du coup cette deuxième ligne. Donc, elle va être vraiment purement et simplement supprimée. Par contre, s'il y avait de l'historique de vente dessus, des achats clients enregistrés sur cette fiche, vous inquiétez pas, ça sera conservé et ça sera fusionné sur le client du dessus, le client qu'on aura coché. D'accord? Donc comme ça, par liste, vous avez cet utilitaire qui peut être utilisé pour fusionner des doublons et épurer un petit peu le fichier client afin d'éviter d'avoir à envoyer peut-être 100 SMS alors que finalement dans la liste des 100 clients, ben, il y avait 20 doublons. Ce serait un peu dommage. Alors dans les outils, je me permets, dans les outils d'emailing, alors si vous passez par un prestataire qui vous comptabilise le nombre de contacts, lui, il vous le dira pas. Il prendra le nombre de contacts et il vous fera fois le prix unitaire. Mais sachez que si vous passez par un outil gratuit d'emailing, il détecte les doublons sur les adresses mail, on va dire. Sur les adresses mail, en tous les cas. Donc le routage ne sera fait qu'une fois sur la même adresse mail. Voilà, donc ça c'était l'outil de recherche de doublons qui permet d'afficher comme ça assez facilement la liste des doublons en fonction de la manière dont dont vous voulez détecter le doublon. Est-ce que c'est sur l'adresse, sur le prénom, etc. Après, si ponctuellement vous voyez un doublon, eh bien vous récupérez le numéro de client de chaque fiche et ici vous avez fusion de fiches. Ça c'est vraiment pour faire de manière unitaire. Ici je mets ma fiche et son doublon. Bon là c'est pas le cas, mais c'est un exemple. Et ça vous affiche du coup les 2 fiches clients superposées avec tous les onglets de la fiche client et toutes les infos. Dès qu'on clique sur une, on voit si elle était remplie en dessous.
d'accord? Et donc la fiche supprimée ici, toutes les infos, d'historique, je vous rappelle, hein, de la fiche supprimée vont se fusionner sur la fiche gardée. Donc, n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre d'infos là-dessus. Au niveau de l'historique des ventes du client, si vous, à un moment donné, vous l'avez enregistré sur une fiche doublon et que celle-là, vous voulez la supprimer, l'historique des ventes sera reporté sur la fiche gardée. De la même manière que chaque zone du fichier client en doublon ici, vous avez sur chaque zone, vous avez des petites cases à cocher. Regardez, quand je clique sur la case, ça va me proposer de remonter l'info sur la fiche gardée. D'accord, alors attention si elle est déjà renseignée. Mais ici, l'anniversaire, vous voyez, non, pardon, on va faire quoi? Alors, si on va enlever ça, si je refais pour le téléphone, pardon. Donc, la fiche gardée n'avait pas de téléphone et le téléphone, je l'avais noté peut-être la deuxième fois où j'ai rentré mon client, que j'ai généré un doublon. Et bien là, pour harmoniser, je peux cliquer là-dessus et ça me reporte l'info sur la fiche finale que je vais garder. D'accord? Et à la fin, bien terminer en faisant fusion. Donc voilà les quelques fonctions intéressantes et assez faciles d'accès pour exploiter, corriger le fichier client d'ODX. OK. Voilà. Est-ce que merci Kevin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous les points abordés? Il y en a pas mal. Ou peut-être des questions qui seraient en lien avec, voilà, des problématiques que vous auriez rencontrées pendant, cette période, voilà, de non-activité ou d'activité réduite. N'hésitez pas, c'est le moment. Joanne, vous pouvez, activer votre micro si vous voulez. Je peux vous l'activer. Je sais même pas, non, je crois que je peux pas. Oui, activez votre micro pour poser votre question. Voilà, on est en nombre, assez, restreint ce qui nous permet de, voilà, de pouvoir vous laisser la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, ma question, en fait, elle est au sujet des SMS, non, pardon, des mails, mais de la facturation. Pour envoyer les factures par mail, je sais que ça doit arriver, mais pour l'instant, on me dit toujours que c'est reporté, donc je voulais savoir où ça en était. Alors, sur la version 24, c'est opérationnel. Ok, Donc, est-ce que vous êtes sur la version 24 bonne actuellement? question. Ou est-ce Je que vous dis vous êtes ça. sur la version 22? Ouais, c'est ça. Vous êtes sur la version 22? Ouais, V22.4, ouais. D'accord. Alors là, je vous invite à contacter le support ou nous faire un petit mail Ok, à l'adresse support.retailodis.net, ouais, ouais, tout à fait. vous avez sur l'écran d'accueil, pour faire votre demande de passer sur la version 24. D'accord. Et sur la version 24, vous pourrez, donc il y a une petite manipulation, un petit paramétrage de notre part à faire pour automatiser les envois, pour faciliter les envois de factures par mail directement quand vous serez en facturation, en vente. Alors attendez, est-ce que j'ai un hop, ici par exemple? Quand vous ferez le alors bon là je suis sur un dossier de démo qui n'est pas paramétré, mais vous voyez quand vous retrouvez votre écran ici de déclenchement des factures ou des tickets de caisse, Oui. bien ici vous avez un petit bouton avec une enveloppe qui permettra d'envoyer le mail et permettra Mhm. d'envoyer le document par mail au client avec un paramétrage. On pourra faire un paramétrage particulier dans le cas d'un envoi de mail. On pourra ici se paramétrer un corps de texte dédié pour quand on fera l'envoi du mail. Très bien, super, Voilà, c'est ce donc que ça c'est j'attendais. vrai que c'est très attendu par beaucoup de clients et ça va vraiment faciliter ça pour vous éviter d'imprimer du papier sur le moment venu et ou d'envoyer directement de manière assez directe au clic, hein. Une fois ici, on va juste cliquer, ça va nous proposer d'entrer l'adresse mail du client. Alors si elle est déjà renseignée dans sa fiche, elle va être déjà initialisée avec la sienne, mais vous pourrez la changer au dernier moment si vous voulez pour envoyer le document par mail. Génial, super, merci Donc, beaucoup. contactez le support et nous régulièrement on fait le point sur justement les personnes comme vous là qui souhaitaient migrer sur la nouvelle version pour faire ces mises à jour.
voilà, il faut généralement, on prévoit un petit créneau horaire pour faire ça, une petite heure, pour être sûr d'avoir le temps de passer tous les postes sur cette nouvelle version et de faire le paramétrage pour les emails notamment. Ok, bah, je vais faire le nécessaire. Super, merci en tout cas. De rien. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Comme je vous l'ai dit, c'est le moment. Vous activez votre micro, hein, ne passez pas par le chat, c'est pas nécessaire. Kevin, est-ce que en attendant, tu as d'autres petites combines à nous Alors, à nous par rapport donner? à la réouverture et le relancement de la communication, non, c'est à peu près tout. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais terminer par une sensibilisation à nouveau sur les sauvegardes. Oui. Ça, c'est le point vraiment crucial et critique de tout système d'information. Les sauvegardes, on a trop régulièrement à la hotline, au support, des clients qui sont en panique parce qu'il y a un ordinateur qui a lâché, il n'y a pas forcément de sauvegarde à jour et tout ça. Donc c'est vraiment c'est inconcevable aujourd'hui de ne pas faire de sauvegarde ou de ne pas les faire régulièrement. J'insiste pour les faire, que vous les fassiez tous les soirs. C'est vraiment super important de les faire tous les soirs avant de fermer le magasin. Prendre l'habitude de sauvegarder la base ODIS sur une clé USB, sur un disque dur externe. Alors c'est important, hein, sur un support externe que vous ne laissez pas brancher de manière continue sur le poste, sinon ça ne sert à rien. Nous préconisons vraiment au minimum d'avoir 2 supports, 2 clés USB par exemple, ou 2 disques durs externes, que vous alternez d'un jour impair, un jour pair, pour avoir au moins 2 supports de sauvegarde en cas de problème. Et le must, ça serait d'avoir une clé USB par jour travaillé. Donc dans la semaine, 5 ou 6 clés USB. C'est pas un budget démesuré aujourd'hui. Une clé USB de 8 Go, ça suffit. Et ça vous permet, vous mettez une petite étiquette dessus, vous marquez le jour, un jour par clé. Et chaque jour, vous prenez une clé pour faire votre sauvegarde. Et surtout, vous laissez des supports, des sauvegardes à l'extérieur du magasin ou au coffre. Mais le mieux, c'est quand même d'en avoir une dans son sac ou dans sa voiture ou chez soi pour minimiser le risque de perte de données. Parce qu'il y en a aussi trop souvent qui sont sur deux et qui font plein de sauvegardes, mais qui laissent le disque dur sur la tour de l'ordinateur au magasin. Donc ça, en cas de dégâts des eaux, d'incendie important, ben, ça sert à rien puisque l'ordinateur brûle avec la sauvegarde. Donc c'est très important d'avoir des sauvegardes dupliquées et externalisées et quotidiennes évidemment. Alors c'est soit le matin avant de démarrer la journée, soit le soir avant de fermer le magasin. Alors ne faites pas les sauvegardes en milieu de journée parce que c'est un risque à ce qu'on perde la moitié d'une journée. Donc il vaut mieux avoir des journées complètes. En fin de journée, on préconise souvent ça, de prendre le réflexe avant d'éteindre l'ordinateur ou de partir du magasin, la sauvegarde. C'est pas forcément très long, donc voilà, ça prend 1 minute, peut-être grand max, en utilisant le programme dédié dans fonctions diverses, sauvegarde ici. Donc faire bien attention à ce que tous les postes aient bien fermé ODIs, qu'il n'y ait pas une vente en cours d'enregistrement ou un SAV ou un traitement de recherche de doublons sur un poste. Il faut bien que tous les postes soient à l'écran d'accueil ou éteints pour faire la sauvegarde, mais c'est super important d'y penser tous les jours. Voilà. Sur les sauvegardes, c'est pas spécifique à ODI ou c'est vraiment en fait à partir du moment où on utilise l'outil informatique. Donc nous qui sommes, on va dire
on gère des données enfin, des millions de données clients. On a déjà des serveurs qui sont répliqués, c'est-à-dire on doublonne déjà au niveau des serveurs. Et en plus, on a donc notre infra qui fait des sauvegardes sur cassette. Et on a, pour pas dire de bêtises, les cassettes sont sauvegardées à 3 endroits différents. 3 endroits extérieurs de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment le fait de enfin voilà, c'est une bonne pratique de manière générale et c'est d'autant plus vrai que dernièrement, vous en avez peut-être pas eu écho, mais il y a OVH donc qui a perdu une grande partie de sa baie serveur et donc avec eux ont entraîné, quelques dizaines de milliers de personnes. Même on va dire un hébergeur ultra sécurisé, ça peut il peut lui arriver un incendie. Bon, c'est quand même fou ce qui lui est arrivé, mais il peut y arriver un incendie et voilà, qu'il y ait des problèmes de conservation des données. Donc Mmh. voilà. Surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme, disait, Joanne, voilà, on n'imprime pas forcément les documents C'est ça. et donc on Tout favorise est dématérialisé, ouais. l'électronique, hein, ce qui est sympa aussi. Mais derrière, il faut être, sûr de ses arrières et pouvoir, garantir au client qu'on peut retrouver sa facture, aussi, si, en cas de contrôle ou, voilà, hein, donc tout ça, tout ce qui est, il n'y a pas qu'ODIS, hein, c'est tout système informatique. Parce que quand je vous dis de faire une sauvegarde d'ODIS tous les soirs, bon, vous pouvez aussi inclure vos documents, etc., hein, voilà, c'est Complètement. forcément un peu plus long, mais au moins sur ODIS tous les jours. Après vos documents, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, ça peut suffire, ça dépend de la volumétrie, de l'importance, voilà. Il existe aussi des solutions de sauvegarde enfin, avec des professionnels externalisés dans le cloud ou comme ça. Alors, si vous choisissez de ce genre de sauvegarde avec un prestataire externe, assurez-vous de la marche à suivre en cas de restauration. Parce que quand on fait sur clé USB avec ODI, c'est très simple, entre guillemets, de restaurer. Vous nous appelez, on s'en occupe. Mais si c'est un prestataire externe et qu'il a, un système un peu particulier, d'archives ou comme ça, si, je sais pas, on s'est déjà retrouvé dans des situations où on a été incapable où on a passé, un temps fou on a passé une semaine à restaurer, une sauvegarde d'un prestataire externe qui lui-même n'avait jamais trop, utilisé une restauration. Enfin, c'était un système un peu nouveau. Donc vraiment assurez-vous, si vous passez par un prestataire, que c'est une solution éprouvée et que la restauration ne va pas vous prendre des mois qui vont vous ralentir encore plus le redémarrage de l'activité. La solution de base et la plus efficace, la moins onéreuse, je pense, c'est vraiment la clé USB dupliquée. Une clé par jour ou une clé, deux clés, une clé par jour pair, une clé par jour impair, le minimum syndical. D'accord. Apparemment, la bijouterie Châtelard qui souhaite, prendre, enfin qui me fait un petit signe. Vous pouvez activer votre micro si vous voulez pour poser votre question en direct. Alors à moins que ce soit une fausse manip. C'est peut-être une fausse manip. Bon. OK, n'hésitez pas, si vous avez vos dernières questions, on va mettre fin au webinaire. Je vous rappelle, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà, il sera disponible en replay. Je ferai en sorte de le mettre très, très rapidement en début de semaine, comme ça vous pourrez, voir et revoir, les bonnes pratiques, que vous a donné Kevin. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, le support, est là aussi pour vous aider dans cette, reprise d'activité. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui sont spécifiques à votre système. N'hésitez pas, voilà, les mises à jour, comme l'a dit Kevin, aussi à passer sur les versions. C'est le moment de passer sur les versions supérieures. Et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on voilà, on peut, on ne peut que vous souhaiter une très belle journée, une très bonne reprise. Merci beaucoup, Kevin, pour ce webinaire très complet. Merci à toi. Et puis on vous dit à très bientôt. Bon courage à tous Au revoir. et à toutes. Courage. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir.